Écoutez, je propose qu'on démarre. Alors normalement, il y a 70 personnes qui se sont inscrites au webinaire. Donc, je pense qu'il y aura quelques personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc, bienvenue à vous pour ce webinaire donc consacré à l'évaluation de l'impact social, l'utilité sociale autour. Donc, on sait que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de travaux qui sont menés. On va donc se centrer pour ce webinaire autour du rôle des collectivités locales dans ces démarches. Alors, on a pour ce webinaire, il y a quelques collectivités qui sont pas adhérentes au RTES, pardon. Qui sont pas adhérentes. On a ouvert à quelques collectivités. Donc, je vais juste dire un mot très, très rapide. Je suis désolée pour tous ceux qui connaissent bien le réseau, mais donc le RTES, c'est un réseau de collectivités qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 190 collectivités locales, des collectivités de différents échelons, des régions jusqu'aux communes. C'est une des particularités du réseau autour de la conviction que l'économie sociale et solidaire peut concerner tous les niveaux de collectivité et que tous les niveaux de collectivité ont des leviers pour favoriser son développement le développement de l'ESS sur leur territoire. Donc c'est un réseau qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans par des élus autour de deux missions principales qui sont encore aujourd'hui ce qui guide les actions du RTES. C'est d'une part de favoriser des espaces d'échange de pratiques, de partage d'expériences entre collectivités, de contribuer à outiller les collectivités locales autour d'un certain nombre de sujets. Et puis, une deuxième mission de plaidoyer, de développer, de faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire au sein des politiques publiques au niveau local, national et européen également. Voilà, donc le réseau a développé ses actions autour de de ces deux missions depuis sa création. On travaille sur différents chantiers en fonction toujours des demandes, de ce que souhaitent les collectivités adhérentes. Donc, on travaille beaucoup autour des modes de contractualisation entre acteurs de l'économie sociale et solidaire et collectivités. Par exemple, ce qui relève de la commande publique, de la subvention la commande publique responsable. On travaille également autour de comment on peut favoriser la coopération économique dans les territoires via, par exemple, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, qui est donc un sujet sur lequel on a développé des ressources et une expertise avec donc notamment l'embauche depuis un an d'une personne qui est en charge d'un appui conseil auprès des collectivités, appui conseil juridique auprès des collectivités autour des questions de SIC, de ces coopératives, mais plus largement autour de tout ce qui peut concerner la frontière entre le droit public et le droit de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc plusieurs sujets. On vient de sortir un repère sur les filières. Donc, on travaille sur beaucoup de sujets. Et en début d'année, on a été interpellé, donc notamment par Strasbourg, pour ouvrir donc ce qu'on appelle nous, un chantier donc exploratoire en 2023. L'idée de ce chantier cette année, c'est de voir un petit peu un peu l'état des lieux dans les collectivités, est-ce que c'est un sujet qui intéresse et comment on peut y travailler davantage en 2024, s'il y a intérêt. Donc, un chantier autour des questions de mesures d'utilité sociale et d'impact social. Puisque donc c'est un sujet d'actualité, on le verra, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont de plus en plus incités à développer ce type de démarche et les collectivités ont un rôle, alors elles sont d'une part invitées à évaluer leur propre politique et donc notamment leur politique en matière d'économie sociale et solidaire et donc elles sont confrontées à des questions un peu semblables à celles des acteurs et puis d'autre part, elles peuvent accompagner et outiller les acteurs de leur territoire
euh, pour développer ces démarches et pour permettre à ces acteurs d'être mieux connus et reconnus. Voilà. Donc très rapidement, on a organisé un premier groupe de travail en juin avec quelques collectivités qui avaient déjà engagé des démarches pour faire un peu un panorama de ce qui existait, qui a confirmé l'intérêt des collectivités de travailler sur le sujet. Et on a organisé un atelier dans le cadre de notre assemblée générale début juillet à Nantes. Et cet atelier a, en présence d'une trentaine de collectivités, a souligné le fait que le besoin qu'il y avait pour beaucoup de collectivités, c'était besoin d'abord d'un temps un peu de cadrage et un temps de présentation de ce qui pouvait être fait, donc un temps un peu généraliste sur ce sujet. Ce qu'a confirmé donc le questionnaire qu'on a diffusé auprès des collectivités, qui montre que beaucoup de collectivités, donc on a eu une cinquantaine de réponses, et on a plus de 80% des collectivités qui disent qu'elles sont intéressées, mais qu'elles n'ont pas encore engagé de démarche. Et donc, on est vraiment un peu au début de ce chantier. C'est pour ça qu'on a souhaité organiser ce webinaire en sollicitant donc des interventions pour permettre justement ce cadrage. Et donc, on aura aujourd'hui la chance donc d'écouter alors d'abord Louise de Rochechouart, donc de l'Avise, qui est vraiment aujourd'hui le centre ressources national sur les questions de mesures d'impact, qui nous présentera voilà, un rapide état des lieux. On aura ensuite un retour d'expérience d'une collectivité avec Aurélie Justice-Thiraire de Toulouse Métropole. Et donc, Maurice doit garder son fils malade, je viens de l'apprendre. Donc, Maurice ne sera pas là, mais Aurélie donc, nous présentera la démarche engagée sur le territoire de Toulouse Métropole, démarche qui a été accompagnée par l'agence d'innovation Helix. Et donc, on aura le regard de Aurélie Beaugency de Helix. Et puis, en grand témoin de ce webinaire, nous entendrons donc Antella Noya, qui est chef de l'unité économie sociale et innovation à l'OCDE, et qui nous présentera notamment un guide qui vient de sortir, hein, alors en version encore anglaise aujourd'hui, mais voilà, Antonella nous apportera son regard international sur ce sujet. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. On n'a pas eu beaucoup de questions au préalable de la rencontre, donc on pourra prendre vos questions en direct. N'hésitez pas à poser vos questions ou partage ou témoignages dans le chat. Louise, je te propose de démarrer ce webinaire. Ça marche, merci beaucoup Anne-Laure et bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être prendre juste une minute pour présenter l'Avise. Je me suis rendu compte que je n'ai pas fait ça dans mes diapos, je la rajouterai dans le support après Anne-Laure, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc l'Avise, on est une association d'intérêt général qui vise à développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France. Et donc de façon très concrète, je le dis parce qu'il peut y avoir d'autres choses que l'évaluation d'impact social qui vous intéressent et sur lesquelles vous cherchez des informations. On a du coup 4 grandes missions, nous, au sein de l'Avise. On est en fait un peu centre de ressources sur l'économie sociale et solidaire. Donc, sur notre site avise.org, vous pouvez trouver plein de ressources et plein d'articles sur l'économie sociale et solidaire, comment est-ce qu'on la développe dans les territoires, des exemples de projets inspirants. Je fais assez rapidement, mais donc n'hésitez pas à vous balader sur notre site. Nous, après, notre deuxième métier, c'est d'animer les accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on anime notamment la communauté Émergence Accélération qui rassemble les incubateurs de l'ESS. On est opérateur national du dispositif local d'accompagnement de l'ESS qui accompagne justement ces structures dans leur consolidation et développement. Donc, ces deux communautés, c'est environ 400 accompagnateurs sur les territoires qu'on anime au niveau national pour favoriser notamment le partage d'expériences et de pratiques. On accompagne nous-mêmes quelques projets sur des thématiques de dimension nationale, puisqu'on a vraiment ce champ d'action national, nous, donc notamment sur des sujets d'accompagnement au changement d'échelle. Et on a une dernière casquette qui est celle de financeur de l'économie sociale et solidaire en tant qu'organisme intermédiaire du Fonds social européen+.
Voilà, je remettrai une diapo qui présente un petit peu ça, mais du coup, on a quand même pas mal de champs d'activité. On travaille sur vraiment toutes les phases de développement des projets, donc que ce soit leur création, consolidation ou changement d'échelle. On a donc, comme l'a évoqué Anne-Laure, un pôle qui est vraiment dédié sur l'évaluation de l'impact social que je pilote aujourd'hui, dans le cadre duquel on porte le Centre national de ressources sur l'évaluation de l'impact social et dans le cadre duquel on anime également un réseau d'échange de pratiques entre praticiens du sujet qui s'appelle le réseau Social Value France. Et qui peuvent vous concerner aussi. On a une dernière équipe qui est le pôle territoire, qui justement travaille sur comment est-ce qu'on fait de l'ESS un levier de développement économique local. Et on a notamment beaucoup travaillé sur les sujets de développement de l'ESS en ruralité ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà, donc si vous avez des questions en dehors du sujet de l'évaluation d'impact social, n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter. Je pourrais vous mettre en relation avec mes collègues qui travailleront sur ces sujets. Je reviens à notre sujet du jour. Donc, j'ai l'immense honneur et défi d'expliquer l'évaluation de l'impact social en 5 à 10 minutes. Donc, peut-être déjà un premier point sur donner des éléments de repère et de rappel de définition sur ce qu'est l'impact social et ce qu'on entend par évaluer son impact social. Pour remettre un peu d'historique, le terme impact social, il apparaît vraiment pour la première fois dans les années 70, plutôt dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, et il se développe à partir des années 90, plutôt dans le monde philanthropique. En fait, initialement, c'est vraiment des fondations anglo-saxonnes qui se posent la question de comment est-ce qu'elles vont évaluer l'impact de leur soutien à des initiatives philanthropiques. En France, pour le coup, on utilisait plutôt le mot d'utilité sociale jusqu'alors, mais on a ce mot impact social qui débarque un petit peu aussi, du coup, vraiment à partir des années 2000. Et en France, on a vraiment quand même une définition qui en a été posée de ce terme impact social par le Conseil supérieur de l'ESS en 2011, qui en prend du coup une définition très large. C'est pour ça que parfois le sujet peut se révéler un petit peu complexe. Et donc, il le définit comme l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation sur ses parties prenantes externes, bénéficiaires, usagers, clients et internes, donc salariés, bénévoles et volontaires, mais aussi sur la société en général. Et donc après, on fait un petit lien avec l'économie sociale et solidaire, vu que l'économie sociale et solidaire, elle cherche à répondre à des besoins qui sont peu ou pas satisfaits sur les territoires. Pour le coup, on fait vraiment le lien entre la mission de ces organisations et la pertinence d'évaluer du coup l'impact social des activités de ces organisations de l'économie sociale et solidaire. Du coup, en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'impact social, c'est tous les changements qui peuvent être engendrés par une activité ou une action, qu'ils soient positifs ou négatifs, inattendus ou inattendus, etc., etc. Et si on va même un petit peu plus loin, on parle d'impact social, enfin à l'époque en tout cas, on change un petit peu de vocabulaire aujourd'hui, mais dans ce terme d'impact social tel qu'il est défini en 2011, en fait du coup c'est pas que social dans le sens sociétal, ça regroupe toutes les potentielles dimensions d'impact, donc dans lequel on peut mettre aussi une dimension économique, impact économique, la dimension de l'impact environnemental, et puis ça peut être aussi les impacts qui sont vraiment à la dimension d'un individu, donc vraiment l'impact sur des conditions de vie, du bien-être, de l'autonomie, etc. Donc on est vraiment sur une dimension très très large et très 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 large, qui est un des enjeux. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu après sur comment est-ce qu'on se lance en fait pour évaluer ce sujet-là, vu toutes les réalités que ça recouvre. Et donc, l'évaluation de l'impact social, nous, on le définit à la vie, du coup, comme une démarche qui consiste, du coup, à comprendre, mesurer et valoriser ses impacts, donc les effets négatifs ou positifs qui sont générés par son organisation sur son environnement et sur ses parties prenantes. Donc, c'est en fait, quelles sont les conséquences de mon action et auprès de qui, ça c'est important aussi, en se limitant pas à la seule dimension économique. Peut-être sur la slide suivante, l'idée c'était de faire un rapide tour sur pourquoi aujourd'hui les structures, les entreprises se lancent dans l'évaluation de leur impact social. Alors moi, je parle beaucoup du point de vue de l'ESS, puisque c'est notre périmètre d'action au sein de la VISE. L'idée aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, toutes les structures de l'ESS, elles ont une appréhension de leur impact social. Après, il n'est pas toujours formalisé avec des études et des gros rapports de conclusion ou de communication sur leur impact. Et si l'évaluation, elle était initialement, et elle est encore beaucoup utilisée aujourd'hui pour rendre des comptes auprès de ses financeurs, puisqu'on en a souvent besoin pour
obtenir de nouveaux financements ou justement un petit peu justifier les financements qu'on a pu recevoir. On voit aujourd'hui quand même, il y a d'autres raisons qui peuvent permettre d'évaluer son impact et on voit nous aussi du point de vue de la VIS qu'il y a une évolution quand même dans les raisons qui sont aujourd'hui mentionnées par les acteurs sur pourquoi ils se sont lancés. Et finalement, la première qui ressort, c'est celle de mieux comprendre les effets de son action sur ses bénéficiaires. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, nous, on le défend vraiment l'évaluation de l'impact social d'un point de vue de l'économie sociale et solidaire, comme un outil de pilotage stratégique de son activité. En tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, les outils de pilotage économique sont évidemment très importants pour assurer la pérennité de mon action, mais c'est peut-être pas là où je vais avoir la plus grande valeur ajoutée. Et donc, c'est là où l'évaluation de l'impact social et environnemental, elle permet justement pour le coup de montrer la valeur ajoutée de la structure et aussi de la comprendre de façon assez fine. Et donc, de moi-même pouvoir identifier après aussi, qu'est-ce que je génère finalement comme effet positif, qu'est-ce que je génère peut-être comme effet négatif, pardon. Pourquoi, de façon assez fine, c'est quoi mes actions précises qui entraînent ces effets-là, et puis du coup aussi ce qui peut me permettre de les faire évoluer par ailleurs. Donc là, je vous ai listé un certain nombre de raisons pour lesquelles on peut évaluer son impact social. Donc, mieux comprendre ses effets, apporter la preuve de la valeur sociale qu'on crée, améliorer ses pratiques, évidemment communiquer sur son action alimentaire plaidoyer, tout le volet pérenniser ses financements ou en rechercher de nouveaux. Et puis, on a quand même des motivations qui peuvent être internes et qu'on voit aussi aujourd'hui qui remontent un petit peu quand on pose la question, qui est finalement de reconnaître et valoriser le travail de ses équipes et motiver aussi ses équipes. On a des équipes qui, oui, sentent un petit peu comme ça, en travaillant dans une entreprise engagée, qu'elles ont un impact, mais avoir des faits et des retours de bénéficiaires ou de partenaires sur vraiment la valeur qu'elles génèrent, c'est aussi source de grande motivation pour elles. Ce qui est important, en tout cas pour nous, c'est que ces démarches, elles soient intégrées dans la durée et que ce ne soit pas juste un exercice ponctuel pour faire un rapport de communication ou faire un plaidoyer auprès des financeurs. Pour le coup, voilà, c'est vraiment ce côté, comme je vous l'ai un petit peu dit, de un pilotage stratégique d'une valeur sociale ou environnementale qui sont créées. Peut-être sur la slide suivante, j'espère que je ne vous assommerai pas trop dès 9h30 du matin. De façon générale, pour évaluer son impact social, c'est souvent ça qui est assez complexe. Je ne vais pas vous cacher ça, parce qu'en fait, donc c'est un champ très large, il y a plein de méthodes qui existent et on ne sait pas trop finalement par où commencer et comment se lancer. Du coup, nous, on a produit un guide, alors on vous partagera les liens par ailleurs un peu plus tard, où du coup, on a essayé de redéfinir un petit peu, c'est quoi les grandes étapes pour se lancer dans une démarche d'évaluation et avec un certain nombre d'outils méthodologiques en fait au sein de ce guide qui vous permettent de mener une démarche un peu pas à pas d'auto-évaluation. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, pour évaluer son impact, il y a plein de méthodes possibles. Vous en avez peut-être entendu parler de certaines. On peut parler de méthodes qualitatives avec des entretiens ou des enquêtes ou des observations. On peut parler de méthodes plus quantitatives. On peut parler de méthodes de coûts évités, de monétarisation, d'essais randomisés, enfin plein de mots un petit peu barbares qu'on peut mobiliser. Mais nous, l'idée, en fait, c'est pas la porte d'entrée pour nous quand on veut évaluer son impact. Nous, on se dit, quelle que soit la méthode en fait que vous pourriez être amené par ailleurs à utiliser, il y a vraiment 3 étapes clés qu'on va retrouver dans toute démarche d'évaluation, qui sont assez logiques en fait, qui ressemblent un petit peu aussi qui se rapprochent d'une démarche un peu de gestion de projet. La première démarche qu'on a appelée la promesse, en fait, c'est un peu le cadrage finalement de toute cette démarche d'évaluation. Donc, ça va être de définir et de préciser l'objet de l'évaluation. Et notamment, la première étape, c'est hyper important, c'est de définir pourquoi vous voulez vous lancer dans une démarche d'évaluation. Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont les finalités? Quels sont vraiment ce que vous voulez atteindre à la fin? Tout simplement parce que selon l'objectif que vous poursuivez, la méthode que vous allez mobiliser ne sera pas la même. Selon que vous souhaitiez, par exemple, comprendre ce qui se passe sur votre territoire, comprendre les impacts que ça génère, ou selon, par exemple, que vous voulez plutôt prouver quelque chose, vous n'allez pas après mettre en place les mêmes outils. Donc, c'est très important de prendre ce temps de vraiment définir pourquoi vous lancez, quels sont les enjeux et pour qui vous le faites. Après, on a deux autres petites sous-étapes qui sont, on va après se pencher sur finalement, moi, de mon point de vue de pilote un peu de cette démarche, quelles sont en fait un peu mes hypothèses d'impact, quels sont les impacts que je pense avoir via cette activité. Et puis après, on va avoir une phase pas facile, mais qui est un petit peu obligatoire, qui va être du coup de restreindre un petit peu le périmètre d'évaluation. C'est très difficile de tout évaluer sur toutes les dimensions auprès de toutes les parties prenantes pour avoir des éléments qui soient assez fins après en résultat. Donc, généralement, on se concentre quand même sur
une partie particulièrement importante, soit parce que c'est une grosse partie de votre activité, soit parce que c'est un point justement un petit peu différenciant des autres, soit parce que c'est un sujet qui vous pose question. Donc, c'est ça qu'on a appelé un peu choisir la question évaluative. Ça va être en fait, on va vraiment poser une question à la fin à laquelle on veut répondre via l'évaluation sur un périmètre un peu précis. Après, la deuxième phase, qui est celle qu'on connaît un peu plus tous quand on parle d'évaluation, c'est d'aller vraiment mesurer l'impact et donc aller chercher la preuve. Donc, c'est là où on va définir la méthodologie qu'on va aller utiliser, on va définir les indicateurs qu'on va du coup mesurer pour évaluer son impact et on va aller collecter les données auprès des différentes parties prenantes qui sont impliquées pour alimenter ces indicateurs. Et puis, on a une troisième phase qui est hyper importante aussi, qui est en fait comment est-ce qu'on va utiliser et s'approprier les données qu'on a récoltées. Donc, il y a toute la phase d'analyse qui est là pour le coup, qui peut être un peu technique, sur laquelle ça peut être intéressant de se faire accompagner s'il n'y a pas les compétences en interne. Et puis après, il y a toute la phase d'utilisation des résultats, que ce soit en externe pour évidemment quand même communiquer sur ce qu'on a fait ou sur les résultats qu'on a, mais aussi surtout en interne pour justement se dire qu'est-ce qu'on fait de ces résultats, comment on les utilise, qu'est-ce qu'on en fait demain et comment est-ce que finalement on fait vivre la démarche et fait vivre son activité. Donc ça, c'était un petit peu sur les étapes clés de la démarche. Peut-être sur la slide suivante, et c'est un peu la fin de mon cadrage, hein, c'est un petit peu rapide en 10 minutes. Mais en tout cas, voilà, dans le guide dont je vous parlais, dont vous avez le lien sur cette slide-là, vous avez du coup ces étapes qui sont beaucoup plus détaillées avec beaucoup d'outils pratiques voilà, et d'autres éléments de définition. Et puis, vous avez ici d'autres ressources qu'on balayera tout à l'heure par ailleurs avec Anne-Laure, avec les ressources des autres intervenants qui peuvent également vous inspirer et vous aider dans la mise en œuvre d'une démarche d'évaluation. Merci beaucoup, Louise, pour cette présentation. Effectivement, c'était vraiment un défi de pouvoir, en une dizaine de minutes, présenter cadrer le sujet qui est très large. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions ou tout de suite par rapport à la vise ou à ce qui était présenté? Peut-être juste, enfin, moi, j'avais une question. Alors, nous, de façon un peu volontaire, dans l'intitulé du chantier, on a indiqué évaluer l'impact social, l'utilité sociale. Tu as dit que l'utilité sociale était, voilà, enfin, le terme qui était utilisé avant. Enfin, mais une question quand même qu'on a, c'est que l'utilité sociale a été définie dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, et c'est un petit peu, enfin en tout cas à l'échelle française, ce qui caractérise les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc pourquoi aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de références à cette utilité sociale dans ces démarches d'évaluation? Alors, en fait, c'est un peu piège, tous ces mots de vocabulaire. L'utilité sociale, donc telle qu'elle est définie dans la loi, pour moi, c'est vraiment, du coup, vraiment c'est plus des exemples. Enfin, c'est aujourd'hui comme ça, en fait, ça vise des exemples de structures qui, si elles agissent dans ces domaines-là, relèvent du champ de l'utilité sociale. Et c'est ce qui sert notamment, je dis peut-être une bêtise, à ce moment-là, je m'excuse, mais pour tout ce qui va être après définition d'intérêt général, et c'est des questions fiscales aussi. C'est vraiment là-dessus que ça se base. Dans l'économie sociale et solidaire, enfin, avant que ça s'appelle l'économie sociale et solidaire, donc avant 2014, il y avait déjà des travaux d'évaluation finalement de ce qu'apporte ce type de structure, notamment par exemple l'insertion par l'activité économique n'a pas attendu la loi de 2014 pour exister. Donc il y avait déjà des travaux qui existaient pour évaluer l'utilité sociale de ce type de structure-là. Mais en fait, ça ne veut pas dire exactement la même chose que ce qu'il y a dans la loi. En revanche, aujourd'hui, il y a une différence entre impact social et évaluer l'impact social ou évaluer l'utilité sociale. Je prends un peu dans le désordre, hein, j'espère que ça restera clair. L'impact social, évaluer l'impact social, c'est une composante d'évaluer l'utilité sociale. Ou si je le dis différemment, en fait, quand on évalue l'utilité sociale d'une structure, on va évaluer l'impact social de cette structure, mais également d'autres champs, notamment en fait comment l'activité est menée. Donc la dimension d'utilité sociale, elle est un peu plus large, le périmètre, que celui d'impact social. Je pourrais vous renvoyer là-dessus, on a écrit un article justement pour expliquer un petit peu la différence entre ces deux notions. Et les deux coexistent aujourd'hui. Il y a encore vraiment, nous, des acteurs qui défendent le fait qu'ils évaluent l'utilité sociale et pas qu'ils évaluent l'impact social, justement parce que c'est une dimension
plus globale, plus complète finalement de l'activité d'une structure de l'ESS. On va regarder pas juste ce qu'elle produit en termes d'effets positifs ou négatifs, mais on va regarder aussi comment elle le produit. Donc, c'est une démarche qui est plus complète. Et après, pourquoi on utilise aujourd'hui plutôt impact social que utilité sociale? C'est vraiment pour le coup, le monde anglo-saxon et notamment en fait tout le monde de la philanthropie, des fondations, voire aujourd'hui de la finance aussi à impact, qui utilise ce mot impact. C'est l'impact investing en fait, pour prendre ce nom-là, qui a fait qu'aujourd'hui ce mot impact il est omniprésent chez nous. Et donc c'est vrai que nous à la Vise on a décidé d'utiliser ce mot-là pour aussi justement mieux dialoguer avec ces acteurs qui vont pas être forcément 100% ESS ou dont l'ESS va pas être le cœur de priorité. Mais les deux coexistent encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une question qui est pas tranchée. Et dans le chat, je pourrais vous envoyer, on a fait un petit article de décryptage pour expliquer la différence, ce qui rapproche ces deux types de méthodes et aussi ce qui les distingue un petit peu. Ok, merci. Mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est un peu en débat, aussi bien au niveau académique que chez les acteurs. Et ce que tu disais, c'est que l'utilité sociale n'a pas ne peut pas être traduit dans d'autres langues. Enfin, je pense que Antonella pourra peut-être nous confirmer sur ce sujet. Patricia Andrio, tu souhaitais Ouais, intervenir? bonjour. Je te fais la main. Bonjour. Ouais, juste merci pour la présentation et je trouve quand même que le débat entre impact et utilité sociale n'est pas anodin. Moi, j'avais une question, je crois que vous avez suivi, que vous aviez été impliqué dans les démarches menées à un moment donné par la Fonda sur des démarches de formation, action à l'évaluation et à la mesure de l'impact de l'utilité sociale, mais selon des démarches assez précise qui, je crois, de mémoire avait été menée avec les centres sociaux et aussi territoire zéro chômeur. Est-ce que, enfin, je sais pas où ça en est, est-ce que vous continuez à suivre, est-ce que ça a donné quelque chose que, ouais, les démarches intéressantes. Alors, c'est des démarches intéressantes. Ouais, alors, on n'a pas été impliqués en fait, nous, dans ces démarches. Alors, on a travaillé avec la Fonda et le labo de l'ESS pour faire une étude en 2019, un peu justement état des lieux prospectifs sur l'évaluation de l'utilité sociale. Et voilà, donc là, il y a un rapport qui est sorti en 2019. En revanche, en effet, la Fonda a travaillé sur tout un travail autour de l'utilité sociale des centres sociaux. Et il me semble qu'il y a un rapport qui est sorti, je pourrais vous le retrouver aussi pour vous l'envoyer. J'ai vu quelque chose passer là-dessus il n'y a pas très longtemps, notamment sur les centres sociaux de Paris. Et sur Territoire Zéro Chômeur, en fait, nous, on avait organisé quelques, justement, un peu sessions de partage au sein du réseau dont je parlais au début, Social Value France, pour en fait, sur le Territoire Zéro Chômeur, il y a eu plein d'évaluations en parallèle qui ont été menées, que ce soit d'un point de vue économique, plus par la DARES, ou vraiment sur le côté vraiment utilité sociale qui là est porté par Territoire Zéro Chômeur. Nous, dans ce cadre-là, en fait, on a financé Territoire Zéro Chômeur Longue Durée pour qu'ils puissent justement mener ces travaux d'évaluation. Et donc, en effet, ils le poursuivent. On n'a pas eu encore aujourd'hui de rapport vraiment sur le côté utilité sociale. Mais il faut qu'on les recontacte en effet pour capitaliser un petit peu sur ces sujets-là. Donc, c'est un peu une réponse de Normande, entre guillemets. Je vous prie de m'excuser pour ça. Mais donc, c'est des sujets qu'on suit. Après, ce qui est difficile sur Territoire Zéro Chômeur aussi, notamment, c'est que c'est en fait, ces impacts-là à mesurer, c'est sur du temps long. Si on veut vraiment voir le changement généré, notamment sur les bénéficiaires de la démarche Territoire Zéro Chômeur, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long. Donc, je sais que c'est des travaux qui sont encore en cours et qui affinent au fil de l'eau. Merci Louise. Oui, on pourra partager un certain nombre de ressources, y compris les évaluations de certains territoires zéro chômeur. Enfin, j'ai en tête dans le sud une évaluation qui avait été menée, qui a été très, très intéressante. Mais effectivement, il y a eu énormément d'évaluations menées sur sur les différents territoires zéro chômeur. On partagera ces ressources. Je vous propose peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, mais on pourra revenir de toute façon. On a prévu un temps vraiment de questions-réponses après les trois premières interventions. De donner la parole à Aurélie Justice-Tireur de Toulouse Métropole. Parce que Toulouse Métropole a engagé dès 2009, je crois, une démarche pour justement comprendre l'impact de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Toulouse Métropole, en confiant donc l'accompagnement à Elix. Écoute Aurélie, je te propose de te laisser la parole pour présenter la démarche de Toulouse
autour de pourquoi la démarche a été un peu les origines de la démarche, son déroulement, et puis les suites menées aujourd'hui. Oui, bonjour, merci Anne-Laure, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, Et est-ce que vous voyez la présentation? oui, elle n'est pas en plein écran, Ok, mais alors je vais essayer parce que je maîtrise moins bien Zoom que Teams. bon, Alors, écran. tac. Est-ce que c'est mieux? Non, Pas du tout. Je vais décrocher non, mais mon deuxième écran, ce sera plus c'est- simple, je pense. C'est ça qui m'embête un petit peu. Hop. Donc, vous avez perdu le partage, je suppose. oui. C'est ça. Alors, je vais refaire tout de suite. Ah, désolée, c'est un petit peu compliqué. Alors, ça doit être celui-là. Et puis il y a toujours un petit temps de réaction en plus Oui, des écrans. hop. Est-ce que là, c'est bon? Alors, pour l'instant, on ne voit pas encore. Il y a indiqué que tu as commencé le partage d'écran. C'est bon, on voit. C'est bon de mon côté, en Ok, plein écran. super. Bon, si ça bug pour Ok, d'autres, c'est vous me le bon, direz. parfait. Ouais, ok, super. Donc, merci de m'avoir invité à témoigner de ce qu'on a fait sur notre territoire. Effectivement, donc ça remonte un petit peu maintenant, le départ, à 2018. En fait, l'idée, c'était qu'on puisse avoir une approche un peu originale, on va dire, différente de l'évaluation de politique publique. On menait alors moi, j'étais pas là à l'époque, hein, mais je restitue ce qui s'y est passé. On menait une politique publique depuis 2012 et dédiée à l'ESS. Et donc, c'était un moment un peu de bilan où on voulait montrer les effets de cette politique publique. On n'a pas souhaité s'engager dans une évaluation de politique publique classique parce que je pense que ce que je vais dire va être parlant pour d'autres collectivités qui sont autour de l'écran. Souvent, l'ESS et les budgets qui lui sont consacrés sont un peu plus regardés à la loupe que d'autres. Et donc, on avait la crainte qu'en rentrant dans une démarche d'évaluation classique, euh, les élus soient un peu exigeants et de manière un peu disproportionnée sur, en gros, comment on investit de l'argent public sur cette politique, sur ce qui en ressort, avec tout l'aspect purement économique. Et donc, on a voulu détourner un petit peu les choses et évaluer la politique publique en évaluant plutôt de manière indirecte, c'est-à-dire en évaluant l'impact social des entreprises qu'on accompagnait, puisqu'on on avait commencé à développer un parcours d'accompagnement pour les entreprises de l'ESS. Et donc, l'idée, c'était plutôt d'aller sélectionner des entreprises qu'on avait accompagnées pour mesurer leur propre impact. Et comme de toute façon, l'objectif de notre politique publique, c'est vraiment de les accompagner au mieux dans leur création, dans leur développement, ça faisait totalement sens pour nous, disons. Voilà comment c'est parti au départ, donc avec aussi bien sûr un objectif de valorisation de communication, que ce soit en interne, je parlais des élus, mais aussi des services bien sûr, pour montrer un peu les retombées positives de cette politique, de manière à ce qu'elle soit vraiment voilà, valorisée et ce qu'on l'inscrive dans la durée. De manière externe aussi, puisqu'on voulait valoriser l'économie sociale et solidaire, son impact sur le territoire, tous les effets qu'elle pouvait avoir sur les plans économiques, social, écologique, plus largement sociétal. Et puis, les deux à la fois, dans le sens où on voulait montrer vraiment en quoi la collectivité contribuait au développement de cette économie et à la professionnalisation des acteurs. Et puis, bien sûr, c'est aussi une démarche qui permet de répondre aux besoins des entreprises elles-mêmes, puisque comme on va évaluer leur impact, elles-mêmes, vous l'avez bien dit depuis le début de ce webinaire, ont des besoins d'aller de plus en plus vers l'évaluation d'impact.
Et donc, on venait outiller justement ces entreprises, alors pas toutes, hein, mais vous allez voir comment on s'y est pris, et proposer un nouvel outil dans le cadre du parcours entreprise dont je parlais. Donc, comment on a fait ça? On a fait appel à Elix, qui est donc voilà, ici aussi avec nous, qui, dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, d'un marché public, Elix qui est donc spécialisé dans ces démarches et qui nous a proposé une méthodologie voilà, intéressante pour nous accompagner. On a mis en place un comité de pilotage vraiment restreint avec un interne, avec l'élu, le directeur, la chef de projet. Par contre, on a mis en place un groupe de projet, comme on fait souvent, avec le collectif des partenaires, donc qui rassemble les têtes de réseau, les acteurs structurants de l'ESS sur le territoire, pour mener ensemble cette démarche. Et donc, concrètement, l'idée, c'était qu'on construise avec eux et la méthodo, bien sûr, accompagnée par Elix, et le choix des indicateurs et les entreprises, la sélection des entreprises qu'on allait évaluer, qui étaient passées par les dispositifs que justement ces partenaires portent, que ce soit voilà, l'incubateur première brique, le parcours adresse pour la création d'entreprise, le DLA, que vous connaissez tous, qui est national, l'accélérateur, etc., etc. Et donc, on a retenu 4 dimensions d'impact qui, en soi, ne sont pas particulièrement originales parce que c'est vraiment les dimensions classiques qui sont mises en avant, notamment dans les guides de la VISE. Par contre, on a joué un peu plus sur le choix des indicateurs qu'on allait retenir. Et là, on s'est mis d'accord ensemble sur les indicateurs qu'on allait mettre dans cette évaluation. Ce que ça a donné, c'est donc il y a eu 30 monographies détaillées, c'est-à-dire qu'en fait, Elix a réalisé une évaluation de 30 entreprises avec, dans une démarche de monographie, donc pour caractériser vraiment pour chacune ses impacts, en synthétisant tout ça dans une fiche à chaque fois de 4 pages pour que ce soit assez communicant et que les structures puissent l'utiliser dans leur communication et auprès de leurs financeurs, de leurs partenaires pour montrer leur impact et puis voilà, pour les convaincre de l'intérêt de leurs actions. Donc, double utilité. Et à la fin de tout ça, Elix a aussi fait une étude qui a agrégé les données. Alors, il n'y a que 30 entreprises, hein, mais qui a agrégé les données, qui a comparé l'impact de ces entreprises et qui a permis de sortir aussi quelques chiffres. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et nous, on a produit après une plaquette synthétique pour diffuser, qu'on pourra vous partager. On a restitué les résultats en interne, bien sûr. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, la commande qu'on a fait à Elix, c'est de créer une méthodologie qui ensuite allait nous appartenir. Et que la métropole de Toulouse allait pouvoir partager avec tous ses partenaires de l'ESS. Donc, chacun pouvait ensuite se l'approprier pour soit évaluer son propre impact social en tant que structure ou en tant que, ou évaluer l'impact social d'un dispositif en particulier porté par la structure, donc par exemple un accélérateur, etc. Soit proposer eux-mêmes aux entreprises un module dans le cadre de leur accompagnement sur l'évaluation d'impact social. Donc, ce que ça a permis, c'est aussi une montée en compétence de tous les partenaires de l'ESS sur ce sujet, sur notre territoire. Je déroule un peu, mais peut-être, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Moi, je ne vois pas le chat, hein, donc je compte sur toi, Anne-Laure, pour me dire. Ouais, pas de problème. Voilà, ok. Et donc ça, c'est bon. Donc, les monographies, ça ressemble à ça, à peu près. Donc, ça, c'est la première page. C'est vraiment synthétisé en 4 pages toutes ces dimensions de l'impact, dont l'utilité sociale, la contribution territoriale, la gouvernance, l'environnement. C'est comme ça que ça a été séquencé, avec à chaque fois une description des impacts de l'entreprise, des exemples, un peu des citations, enfin voilà, quelques graphiques avec des chiffres pour rendre tout ça assez accessible et attractif pour ceux qui allaient venir s'intéresser à l'impact de ces entreprises. Et donc ça, c'est un outil qu'on a toujours aujourd'hui. Et donc, sur les résultats consolidés, je ne vais pas tout vous montrer, mais juste pour donner un exemple, sur le volet des indicateurs économiques,
Ça nous donc là, on est bien sur l'échantillon des 30 entreprises. Ça nous a permis de montrer, par exemple, que l'écart de salaire, il était seulement de 1,7 dans l'ESS, et du coup, de comparer avec des données sur les PME que vous voyez là, voilà, pour avoir des résultats un peu chocs, en fait, hein, pour montrer vraiment la valeur ajoutée de l'ESS sur le plan économique. Là, à droite, vous voyez le graphique sur la répartition des excédents et le réinvestissement dans l'entreprise, avec un chiffre qui est à 78%, donc qui est très important. Ou encore, à gauche, on voit tout ce qui est progression du chiffre d'affaires, donc forte progression, 28% en 3 ans sur l'ensemble des 30 entreprises, 100% qui anticipent une croissance sur la suite. Enfin voilà, on a choisi volontairement avec Elix des résultats un peu forts comme ça qui allaient pouvoir servir aussi en termes de plaidoyer. On a sorti 8 points clés en termes d'impact. Je ne vais peut-être pas tous vous les dire, mais vous les aurez, et dont on sert encore aujourd'hui pour montrer les 8 impacts de l'ESS sur le territoire que vous voyez là. Voilà, si on fait un petit bilan, peut-être les bénéfices de cette démarche, c'est que ça a pu nous doter, nous, l'équipe, d'éléments vraiment objectifs, tangibles sur la valeur ajoutée de l'ESS, et de pouvoir mieux montrer l'utilité d'avoir une politique publique ESS et de tout ce qu'on faisait, et justement du fait d'investir de l'argent public dans cette politique publique. Ça répondait aussi vraiment à une attente des partenaires des entreprises de travailler sur cette évaluation d'impact social. Vous savez que c'est souvent un sujet qu'on laisse de côté, qui n'est pas forcément prioritaire, et pour autant c'est un besoin. Donc le fait que la collectivité s'engage pour y mettre du temps et fasse appel à Elix pour tout ça, ça a vraiment bénéficié à tout le monde. Et puis, ça nous a permis d'impulser une démarche vraiment réflexive sur le choix des indicateurs, sur la manière dont on pouvait outiller les entreprises sur le territoire. In fine, il y a plusieurs partenaires qui ont eux-mêmes mené leur propre évaluation d'impact à partir de cette démarche-là. J'en ai mis des exemples dessous, ou qui ont intégré cette dimension dans leur programme d'accompagnement. Les limites, c'est que les données agrégées sont basées sur un échantillon de 30 entreprises, donc vous imaginez bien que scientifiquement, on est loin d'une représentativité. Puis en plus, c'est pas une représentativité de l'ESS, cet échantillon, c'est une représentativité des entreprises qu'on accompagne, ce qui est un peu différent. Par exemple, on n'accompagne ni fondation ni mutuelle. C'est pour donner un exemple, mais voilà, il y a une certaine typologie d'entreprises qui sont dans ces parcours d'accompagnement. Et puis, les chiffres qu'on sort, qui sont agrégés, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, sont pas effectivement représentatifs, mais ça donne quand même une idée intéressante. Et puis, plus ça va, plus on évalue des entreprises, plus on a un échantillon qui grossit, et plus ce sera représentatif dans le temps. Voilà, c'est aussi un outil qui a une méthodologie unique et qui permet pas toujours de valoriser les spécificités des différentes structures. On est sur une synthèse en 4 pages, c'est relativement simple. Donc voilà, on rentre pas finement derrière sur les impacts fins de chacune. Mais par contre, c'est vraiment une première approche intéressante. On va pas non plus être dans un outil qui va leur servir de pilotage, et on est tous d'accord qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu, c'est que ce soit intégré dans le pilotage des entreprises, cette démarche d'évaluation d'impact. Là, on est vraiment sur une première approche qui permet de sensibiliser, qui permet de montrer des impacts, mais pour aller plus loin, il faut à la fois qu'ils mènent une réflexion plus approfondie en interne, et à la fois qu'ils réfléchissent à l'intégration dans le pilotage, qui est une autre étape. Voilà, je vais peut-être pas trop m'étaler sur ce que j'ai mis là, mais en gros, l'idée, c'est qu'on doit toujours évaluer aussi cette démarche pour voir si ça correspond aux besoins, que ce soit avec nos partenaires ou avec les entreprises, et qu'on l'ajuste au fur et à mesure, et qu'on arrive aussi à bien communiquer, puisqu'il y a, vous l'avez compris, aussi un objectif de plaidoyer, de communication derrière sur le territoire. Les points de vigilance, je crois qu'on y reviendra après. Donc, vous avez vu dans le chat, je crois tout à l'heure, il y a le lien qui a été mis. Il y a l'AVIS qui a fait une étude de cas, et on les en remercie sur cette démarche qu'on a menée à Toulouse.
que vous pourrez retrouver en ligne si vous voulez en savoir plus. Et puis, voilà, on vous partagera l'étude, la synthèse, les fiches, etc., si ça vous intéresse. Les suites, c'est que donc on a pérennisé un groupe de travail territorialement sur l'évaluation d'impact social pour continuer à y réfléchir ensemble. Et puis, on a confié donc 2 missions à nos partenaires, parce qu'on fonctionne pas mal comme ça. La CRES, qui, via son observatoire, réalise 5 évaluations d'entreprises qui passent par nos dispositifs chaque année et qui consolident les données de manière ponctuelle, les données agrégées. Et le MES qui anime un temps annuel du groupe de travail dont je parlais à l'instant pour continuer à travailler ensemble et à partager nos pratiques. Et puis, on l'a intégré donc dans le parcours entreprise. Vous le voyez, où est-ce qu'on est? Pardon, on est là, dans la partie accompagnée en fait, du parcours entreprise. On retrouve l'évaluation d'impact comme étant un des outils qu'on propose. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. N'hésitez pas à me poser vos questions. Merci beaucoup Aurélie. C'était effectivement très, très concret, très intéressant de voir comment ça s'est mis en place, comment ça se met en place sur votre territoire. Et comment ça s'inscrit dans la durée aussi, qui était un des points qui avait été soulevé par Louise. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à la démarche engagée à Toulouse? Donc, comme tu disais, enfin, on verra les ressources disponibles tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des... Oui, Marilyn, Bonjour. sur... La question, en fait, c'est toujours, je pose toujours la même. Anne-Laure, elle va rigoler. En gros, vous avez conduit un travail vraiment impressionnant, super intéressant d'évaluation d'impact social à l'échelle d'une métropole. Alors, il y a 2 questions. La première, c'est est-ce que dans votre périmètre, il y a des communautés, enfin des communes rurales? OK. Et comment, en fait, les élus de la métropole, est-ce qu'il y a eu un impact aussi sur la compréhension et la connaissance de l'ESS au travers de cette démarche? Et notamment en direction des élus ruraux, pardon. Voilà. Merci. D'accord. Alors, on a des communes, on ne peut pas dire qu'elles soient vraiment rurales, mais on a des communes périurbaines qui sont, voilà, qui sont vraiment des petites communes dans les 37 communes de la métropole. Alors, j'aimerais comprendre en fait la différenciation que vous faites entre un élu urbain et un élu rural, parce qu'enfin, si l'idée c'est de dire qu'un élu en milieu rural connaît moins l'ESS et la comprend moins, je suis pas sûre d'être d'accord avec ça, dans le sens où on a beaucoup d'élus métropolitains qui la méconnaissent vraiment, ont des a priori sur cette économie, y compris dans une métropole, et c'est un très gros enjeu, c'est un combat voilà, quotidien de notre élu auprès de ses pairs et des techniciennes aussi dans ce qu'on peut produire en termes de pédagogie et de sensibilisation. Donc cette démarche, ce qu'elle a permis auprès des élus, on a fait une restitution effectivement en commission et malheureusement je n'y étais pas, donc je peux pas vous dire quelles ont été les réactions, mais je sais qu'encore aujourd'hui, on est 5 ans plus tard, on fait référence régulièrement à cette étude et à ce qui en ressort pour quand les élus nous re-questionnent sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quel est l'effet sur le territoire de l'investissement des fonds publics sur une politique ESS. Et le fait qu'on ait formalisé avec des experts que sont Elix, qu'on ait fait une publication derrière, ça pose les choses, ça formalise les choses sur les différents impacts de l'ESS comme étant finalement quelque chose de prouvé. Voilà. Donc là, c'est de manière générale auprès des élus. Et après, le fait que certains élus soient convaincus, d'autres non, voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine, on va dire. Peut-être juste pour la petite histoire, alors pas directement lié
à la démarche, mais l'actuel ministre des collectivités territoriales et des ruralités, Dominique Faure, était élu, ou est toujours peut-être, je sais pas, élu à Toujours, oui. Toulouse, est toujours élu à Toulouse Métropole, et, et elle a bien voilà, en tête ce qu'est l'économie sociale et solidaire grâce au travail un peu quotidien mené par l'élu Toulouse Métropole en s'appuyant sur ce type de démarche et d'outils. Hein. Mm. Il y avait d'autres questions. Alors, pour combien d'entreprises est-ce que ça devient valable? Je ne suis pas sûre de comprendre le terme devient valable. Pour Euh, l'échantillon représentatif, peut-être. Représentatif, peut-être la Alors, représentativité, et puis donc le coût et comment ça a été financé, et puis quelques précisions sur les indicateurs sur la création de liens sociaux. alors, la première question, je pense que c'est intéressant que je la renvoie à Elix, déjà parce qu'ils ont participé à cette démarche et qu'ils sont autour de l'écran, et c'est peut-être intéressant qu'ils nous fassent un petit retour, donc qu'ils répondent à cette question-là sur si Aurélie, ça vous va de le faire. Sur le coup, le financement, on a donc un AMO, donc c'est vraiment voilà, un marché public sur de la prestation intellectuelle. De mémoire, on était autour des 50 000 euros. Et puis après, c'est du financement sur le long terme, c'est-à-dire qu'en gros, ça fait partie des subventions de la CRES et du MES pour intervenir notamment sur l'évaluation d'impact social. Mais en fait, ils interviennent sur plusieurs sujets, donc c'est difficile de vous dire précisément voilà, la part dédiée à l'EIS sur EIS pour évaluation d'impact social, hein, pardon, là-dessus. Mais en tout cas, ça fait partie voilà, des subventions annuelles, et c'est comme ça que ça se met en place sur le long terme. Pour les indicateurs, bon là c'est un je sais pas, peut-être qu'il faudrait préciser la question parce que c'est un peu large. C'est vrai qu'en fait il y a toute une série d'indicateurs, c'est très détaillé, il y a un tableau, enfin voilà. Peut-être qu'il faudrait qu'on précise un peu. Je les ai montrés un peu tout à l'heure. J'ai donné quelques exemples dans la presse, si je retrouve, à partir des 4 dimensions hein, de l'évaluation d'impact. Voilà, voilà, il y avait quelques exemples sur le volet éco, donc c'était l'emploi, le chiffre d'affaires, par exemple. On a voulu mettre en avant aussi les coopérations interentreprises parce que on considère que c'est une vraie valeur ajoutée. Sur l'utilité sociale, il y a la finalité sociale, les bénéficiaires, sur la gouvernance, les parties prenantes, le partage des excédents. Enfin voilà, bon, je ne sais pas si c'est très intéressant dit comme ça, je pense qu'il faut regarder plus précisément. Mais Fiche par peut-être, fiche, peut-être les fiches des différentes structures, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que selon les structures, c'est pas forcément les mêmes éléments qui sont mis en avant. Par exemple, sur l'utilité sociale, hein. Par exemple, sur la question égalité femmes-hommes, pour certains, ça peut être par rapport aux bénéficiaires, par rapport à la gouvernance. Enfin, il y a plusieurs. oui, tout à fait. C'est pour C'est ça à qu'il y a la du fois le cadre qualitatif. général hein, et ensuite une appropriation par les structures en fonction de leur activité. Mm. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a du qualitatif à chaque fois. On n'a pas que du chiffre. Vous voyez les petits textes qui sont sur chaque. Voilà, c'est quand même. On rentre dans du quali parce qu'il y a eu de la monographie et des entretiens faits avec ces entreprises pour retirer des choses qui sont voilà, un peu plus fines. Et alors, Aurélie, je ne sais pas si vous voulez compléter peut-être sur la démarche ou sur cette question de l'échantillonnage, de la validité des données. Alors, oui, déjà, bon, merci pour la présentation et la restitution des éléments. Et merci au RTS de m'avoir invité aussi à partager sur notre expérience là-dessus. Pour le coup, j'ai participé à la démarche justement d'évaluation pour Toulouse Métropole, donc avec mon collègue Jérémy. Sur cette question de la validité de l'échantillon, quand on est sur une logique de démarche d'évaluation d'impact, c'est une vraie question. Ça rejoint les propos que tenait Louise tout à l'heure sur la dimension de cadrage de l'évaluation, puisque dans le cadrage, on va définir quels sont les objectifs que l'on se donne derrière cette démarche d'évaluation d'impact. Et en fonction des objectifs, on va dimensionner l'évaluation d'impact
à la fois donc par rapport à ces objectifs, mais aussi par rapport à une question de coût et de temps disponible pour réaliser cette mesure d'impact. Il y a énormément de critères qu'il s'agit de prendre en compte dans le cadrage d'une évaluation d'impact qui font que parfois on peut être sur des démarches qui peuvent être très frustrantes pour les acteurs qui mettent en place ces démarches parce qu'on ne peut pas être 360, parce que parfois mesurer certains éléments que l'on souhaite évaluer, ça demande des indicateurs très fins qui reposent sur des méthodes assez complexes et qui sont des méthodes parfois coûteuses. Donc, ce sont beaucoup d'arbitrages qu'il s'agit de faire à l'échelle justement du collectif qui décide de mettre en place l'évaluation d'impact, collectif dans le cadre de Toulouse Métropole, effectivement, comme tu l'as rappelé, qui était composé à la fois d'élus, mais aussi d'acteurs du territoire, comme la Banque des Territoires, de partenaires un peu structurants de Toulouse Métropole là-dessus. Et dans le cadre, effectivement, quand ce sont des acteurs privés, des acteurs associatifs qui le mettent en place, on travaille généralement plutôt avec les gouvernances, avec leurs élus, leurs représentants au sein des gouvernances, pour s'assurer justement d'avoir l'ambition politique qui soit associée à la démarche que l'on va mettre en place. Donc, effectivement, la question de la validité derrière, elle va énormément dépendre de cette phase de cadrage-là et de l'ambition que l'on va mettre derrière. Et elle va aussi dépendre qui va découler ensuite sur la méthode. Peut-être sur la méthode, il y a un élément qui était intéressant dans l'approche de Toulouse Métropole, c'est qu'on a fait des entretiens directs avec chacune des structures. Ces entretiens, ils avaient aussi pour objectif d'acculturer les structures à cette démarche d'évaluation, de faire comprendre les enjeux derrière cela et ce qui était recherché. Et donc, on n'est pas passé typiquement par des questionnaires qu'on a envoyés sur lesquels on les a invités à répondre. On a vraiment pris le temps avec elles. Et donc, ça, effectivement, plus on est sur des démarches qualitatives, plus forcément, ça vient impacter l'enveloppe de la démarche. Il y a un autre sujet qui était intéressant, deux autres points qui étaient intéressants dans la démarche qui a été mise en place par Toulouse Métropole. C'est ce que tu as évoqué, la question du transfert, c'est-à-dire que l'ensemble de la démarche a été co-construite avec Toulouse Métropole et a été transférée aux équipes. En termes de méthode, il y a eu des temps de formation auprès des équipes de Toulouse Métropole pour justement faciliter l'appréhension du référentiel d'évaluation, donc l'ensemble des indicateurs, la méthode d'évaluation et la façon dont on pouvait poursuivre cette mise en œuvre de la démarche et l'intégrer dans les outils de pilotage aussi de la collectivité et faire en sorte que ça perdure. Là, effectivement, ce qui était évoqué, c'est que ça a été mis en place avec la précédente chargée de mission, donc avec Alexandra, et derrière, on voit que malgré le changement au sein des équipes, ça suit. Un dernier point, effectivement, c'était sur les impacts qu'il y a eu comme ça a été présenté. À la fois la réflexion que ça a permis de générer à l'échelle du territoire sur ce qu'est l'ESS et ce que ça représente, mais aussi la façon de faire évoluer la politique publique et l'intégrer dans les outils et les instruments de la politique publique comme un des leviers pour accompagner aussi les acteurs sur ces sujets-là, tout en réfléchissant aussi à la façon dont on peut, au regard des impacts qu'on entend générer, nous, acteurs publics, travailler différemment nos outils de politique publique. Merci beaucoup, Aurélie. Merci Aurélie pour ce retour. Il y avait une question sur la composition du groupe de travail, peut-être à la fois à Toulouse, mais peut-être aussi sur d'autres territoires avec le regard d'Aurélie Brugency et peut-être de Strasbourg. La composition du groupe de travail, élus, consultants. Alors, pour Toulouse, très rapidement, le groupe de travail, il n'y avait pas d'élus. Il y avait un groupe à côté, comme ce que j'ai appelé copil restreint, mais c'était vraiment l'élu, le directeur, la chef de projet ESS, voilà, très, très, très restreint. Mais dans le groupe de travail, c'était vraiment entre l'équipe technique de la métropole, ELIX, et les partenaires du territoire structurants sur l'ESS, donc tête de réseau, structure d'accompagnement, porteurs des dispositifs d'accompagnement, de financement, etc. Et Banque des Territoires, voilà, qui est un partenaire historique de notre politique publique, mais voilà, avec un statut un peu particulier. Merci. Il y avait une question de Marie-Ange Carpio. Est-ce qu'il y a des exemples d'une démarche d'évaluation pour les maisons de quartier et les centres socioculturels, je pense, CSC? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que les maisons de quartier étaient engagées sur Toulouse et peut-être sur Strasbourg?
Nous, ça ressemble peut-être plus à des démarches que fait Elix parfois justement sur Des réseaux, des enfin, modèles très particuliers, des réseaux ou des modèles très, très spécifiques, comme je crois que vous l'aviez fait sur les garages solidaires, par exemple, ou si je dis pas de bêtises, ou voilà. Là, on a pris les entreprises de l'ESS au sens large qui étaient accompagnées dans nos dispositifs. Donc, il y a des secteurs d'activité ou des statuts très, très différents, mais il n'y avait pas d'approche particulière pour aller évaluer tel ou tel modèle, comme ceux qui sont cités, comme les centres socioculturels, par exemple. Et il me semble pas qu'il y en ait dans l'échantillon de mémoire. Non, effectivement, on l'avait conduite, il me semble, c'est dans les ressources de la VIS d'ailleurs, cette démarche d'évaluation d'impact pour le réseau Apreva, qui avait été faite donc, sur les garages solidaires. Après, effectivement, pour revenir, il y avait une question sur les zones rurales, il me semble, sur les démarches qui concernaient plutôt les zones rurales. Alors, j'ai un exemple en tête, mais qui est une démarche d'évaluation qui n'est pas terminée et ça va faire plaisir à Marie-Ange parce qu'elle est sur son territoire à Châtellerault. C'est dans le cadre de la mise en place d'une auto-école sociale itinérante. Donc, c'est une démarche qui est en cours et qui a une particularité, c'est que comme on était sur un temps long d'évaluation parce qu'il y avait besoin de pouvoir mettre en place la démarche et puis l'éprouver sur une logique de temps long, la démarche, elle se travaille avec l'Université de Poitiers. Donc, ce sont des chercheurs de l'Université de Poitiers qui accompagnent la structure dans la mise en œuvre de sa démarche d'évaluation. Donc, aussi pour dire que parfois, dans les démarches d'évaluation d'impact, mobiliser des ressources au sein des universités, ça permet justement de travailler sur de nouveaux indicateurs ou de nouvelles façons d'appréhender ce que l'on va venir évaluer ou mesurer en termes de contribution en fonction de l'objet que l'on souhaite étudier. Pour répondre à la question sur les centres socioculturels, à Strasbourg, on mène une démarche assez large d'accompagnement des structures de l'ESS pour les aider à mener des mesures d'impact jusqu'au bout. Et c'est vrai que dans le groupe de travail interne, le service jeunesse éducation populaire était le premier à être très impliqué parce qu'ils réfléchissent sur le fond au renouvellement un peu des modalités de relation et de contractualisation entre les CSC et la collectivité, à travers notamment, mais pas que, les conventions pluriannuelles d'objectifs. Et pour eux, c'était vraiment une sorte de nouveau souffle, de se dire qu'on allait pouvoir réfléchir au sens de la collaboration par le biais de la mesure d'impact. Et donc, on a un grand groupe de structures mobilisées entre 50 et 60, mais avec une petite approche thématique spécifique, un petit sous-groupe, avec justement les CSC et structures apparentées, notamment des tiers-lieux. Voilà. Ok, merci. Peut-être Virginie, ça peut être l'occasion de dire un mot sur le guide de Strasbourg qu'on va partager avec l'ensemble des participants, puisque donc on avait identifié un certain nombre de ressources. Je vais projeter mon écran. Si tu veux dire un mot du guide qui vient d'être publié, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, en 2 mots, donc, on a commencé à travailler sur le sujet en 2016, mais c'est à ce moment-là qu'on a repéré en tout cas un besoin et une demande très forte des structures de l'ESS d'être accompagnées sur la mesure d'impact. Et c'est en 2022 qu'on a vraiment démarré, après quelques échanges et groupes de travail. Et donc, on a commencé par un diagnostic un peu état des lieux de qui a fait quoi, qui s'est lancé, qui est allé jusqu'au bout, qui a été un peu bloqué en cours de route. Et dans ce cadre-là, on a lancé un premier petit marché public juste pour collecter les témoignages des structures de l'ESS sur le territoire de l'Eurométropole qui ont mené une mesure d'impact jusqu'au bout, avec l'idée de capitaliser un peu sur les enseignements qui tiraient de cette expérience et ce qui retenait de l'utilisation de telle ou telle méthode. Donc, alors, plus qu'un guide, nous, on l'appelait livret de partage d'expérience, vraiment sans autre prétention que de partager les enseignements tirés par les structures. Donc, je peux, si vous voulez, partager l'écran juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est des petites fiches de capitalisation par structure. Il y a 7 structures qui ont été interrogées. On a eu des échanges avec les futurs utilisateurs du livret pour qu'elles nous aident à structurer la forme de la fiche de capitalisation. C'était vraiment passionnant. Et donc, vous verrez, il y a je vais partager si je peux.
Et donc, toutes les Euh, ressources qu'on a évoquées, on va les partager auprès des personnes qui ont participé au webinaire et dans l'espace adhérent du RTES. Hein. voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, Oui. oui. Ok, donc 35 pages, mesures d'impact, livrer Donc, les enseignements tirés. très important, c'est toute la démarche d'accompagnement des structures de l'ESS à la mesure d'impact est coportée avec un collectif qui s'appelle le Territoire 100% Apprenants. C'est ce que vous voyez apparaître donc, tout en haut. Donc, vous voyez tout simplement mesure d'impact, les structures de l'ESS qui se sont lancées et recueil des témoignages. Donc, les fiches se présentent par acteur, avec à chaque fois quelle était la nature de l'appui, quel était l'objectif du travail de mesure d'impact, quelle méthodologie a été utilisée, sur combien de temps, quelle est la forme du livrable et qui ça a mobilisé. Donc c'est tout simple, il y a 4 pages en général par structure et on a souhaité que pour chaque exemple, on ait juste un exemple d'outil. Alors, pas du tout, c'est pour ça que c'est très, très, très différent d'un guide. On a déjà beaucoup communiqué sur le guide mesure d'impact de la vie, sur celui du labo de l'ESS, sur d'autres outils aussi. Donc là, c'était plus une illustration pour des gens qui n'y connaissent rien et qui puissent voir un peu à quoi ressemble un outil et voir ce qui les intéresse, de quoi ils se sentent le plus proches et en fonction de leur stratégie et de leurs objectifs, qu'est-ce qui semblerait un peu le plus adapté. Donc c'était une vocation un peu de mobilisation, de désacralisation aussi, pour montrer qu'il n'y a pas une méthode, mais il y a une palette immense de méthodes et d'outils, et qu'il n'y a pas de il n'y a pas de bonne approche en fait. C'est une approche qui est adaptée aux moyens, au temps que chacun a besoin d'y consacrer, la possibilité d'y consacrer. Voilà. Et on a mis juste une petite page ressources à la fin pour montrer les différents guides qui sont classiquement communiqués. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Alors, vous avez accès à une présentation plus large de la démarche menée par Strasbourg qui a été présentée lors du webinaire de juin qui est en ligne sur le site du RTES. Et donc là, c'est un peu la première production de ce travail et qui est vraiment très intéressante parce qu'en fait, l'idée, c'est de croiser l'approche de chaque structure hein, parce qu'en fait, beaucoup de réseaux ont leur propre démarche. Par exemple, la Fédération des centres sociaux à une démarche, les structures d'insertion par l'activité économique, donc de croiser ces démarches menées souvent par des réseaux et des démarches territoriales, comment à l'échelle des territoires ces démarches se croisent. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de travailler au sein du RTES. Mais je vous propose, comme je vois l'heure qui file, ah ben super, qu'est-ce qui a mis l'info sur la démarche des centres sociaux? Ah ben Louise, la démarche des centres sociaux du territoire de Romans-sur-Isère, alors elle date un petit peu maintenant, mais c'est vraiment très très intéressant sur comment 3 centres sociaux ont mené conjointement une démarche d'évaluation de leur utilité sociale, impact social, et avec la volonté d'avoir des rendus assez visuels et communicants, voilà, autour d'un projet commun. Donc merci Louise pour le partage de ces ressources. Je vous propose de passer la parole à Antonella. Donc, Antonella Noia, merci beaucoup de participer à ce webinaire. Ça nous semblait d'autant plus important que tu sois là, que dans le cadre du travail que tu mènes au sein de l'OCDE, donc depuis plus de 20 ans, je pense que ça fait, voilà, sur ces questions d'innovation sociale, d'économie sociale. Vous avez récemment publié un guide sur la mesure d'impact social pour l'OSS, pour aider justement les politiques à se saisir de ce sujet à tous les niveaux. Donc, on t'avait demandé d'être un petit peu grand témoin par rapport à ce que tu as entendu et puis de voir un peu quel écho ça fait par rapport à ce guide et est-ce que tu peux voir à l'échelle européenne et internationale.
Merci beaucoup Anne-Laure et Sandra pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous et c'est la première fois que je présente l'étude en français. Donc, je compte, d'habitude, je le fais en anglais. Je compte sur votre bienveillance s'il y avait des mots et des termes qui vous paraîtraient un peu bizarres. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Anne-Laure. Donc, on a une traduction française qui vient tout juste de nous arriver. On est en train de la réviser. Donc, dès que cette révision sera terminée, on va publier le guide en français aussi. C'est la raison aussi pour laquelle je n'ai pas préparé des PowerPoint, mais si cela vous intéresse, Anne-Laure, une fois que la publication sera mise en ligne, je peux préparer quelques slides et te les passer. Tu en feras ce que tu en veux. Donc, je suis aussi contente parce que j'ai appris plein de choses de cette discussion, parce que la première intervention qui a porté sur ce que c'est la mesure d'impact social et pourquoi c'est important me permet justement de ne pas redire. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, Louise. La seule chose que je voudrais dire, c'est que justement dans nos travaux, et je vous expliquerai après le contexte de ces travaux, nous, on aime bien souligner aussi que la mesure d'impact social peut être appréhendée et perçue et donc gérée aussi comme un instrument stratégique pour accroître la visibilité des acteurs et aussi pour augmenter, aider à la prise de conscience des différentes parties prenantes, que ce soit les décideurs publics, que ce soit les investisseurs publics ou les impact investors, donc ces investisseurs à impact, de la valeur ajoutée de ça. Je précise cela parce que bien évidemment, peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y a quand même une culture de la mesure d'impact social qui se développe grâce aussi à des travaux comme les vôtres, à des expériences comme celles qui viennent d'être tout juste présentées de Toulouse Métropole. Et vous verrez aussi dans les éléments que je vais présenter qui sont tirés de notre travail, vous trouverez pas mal d'éléments que vous avez utilisés dans votre démarche. Donc, je me permets de souligner ça parce que il y a quand même quelquefois un peu de résistance des acteurs d'adopter cette culture de l'impact social. Peut-être parfois on a pu constater pour des raisons un peu, permettez-vous de le dire, je ne sais pas si c'est le terme correct, mais un peu idéologique qui révèle certaines peurs, mais aussi d'un autre côté, aussi pour des raisons objectives qu'on a mis en avant dans notre travail. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a énormément d'outils et de mécanismes de mesure de l'impact social, mais encore peu d'entre eux sont vraiment ciblés pour mesurer les impacts spécifiques des acteurs de l'économie sociale. Quand elles existent, elles peuvent être complexes et il y a parfois aussi des capacités humaines et financières limitées pour pouvoir justement adopter cette culture et se mettre vraiment à mesurer l'impact. Et Anne-Laure, tu m'avais dit de rebondir par rapport au terme impact. Là aussi, je suis d'accord avec ce que Louise venait de dire. C'est un terme qui est un peu connoté parce que souvent, ces mesures d'impact, quand elles existent, ont été aussi construites
par rapport aux besoins de ce type de investisseurs à impact, mais je pense que c'est rentré un peu dans le langage commun et voilà, et c'est vrai que ça a une connotation anglophone et qu'on connaît les origines, mais bon, le mot il est là, on l'existe en tant que tel. Voilà, donc avant de vous présenter vraiment en grande ligne les actions que les décideurs publics peuvent mettre en œuvre pour accompagner cette culture de la mesure d'impact social, je voulais remettre dans le contexte cette étude. Cette étude est le résultat, se fait dans le cadre d'une coopération très intéressante avec la Commission européenne, dans le cadre d'une action mondiale sur la promotion des écosystèmes d'économie sociale et solidaire qui a duré 3 ans et qui a porté pas seulement sur les pays de l'Europe, mais aussi sur des pays au-delà de l'Europe, et donc le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis et le Mexique, et qui nous permet donc de dire que l'actualité sur ce thème n'est pas seulement européenne, mais elle est mondiale. Et le guide qu'on a présenté a bénéficié aussi d'une approche, et je crois que certaines des organisations françaises y ont présenté, d'une approche de partenariat d'apprentissage mutuel qui ont réuni 130 organisations d'économie sociale dans les pays que je viens de mentionner et d'autres. Et donc, voilà, c'est un travail qui a été vraiment co-construit avec les acteurs. Et s'agissant de mesures d'impact social, je trouve que c'est important parce que l'un des maîtres mots de la recherche, c'est justement de dire que quelle qu'elle soit la démarche, il faut qu'elle soit co-construite avec les acteurs et pour que ça garantit aussi qu'ils s'en approprient. Donc, voilà. Le guide s'adresse principalement aux décideurs publics à tous les niveaux de gouvernement. Donc, j'espère que les quelques éléments que je vais présenter parleront aussi aux collectivités locales. Et il me semble que oui, parce que j'ai reconnu justement dans la présentation de Toulouse Métropole quelques éléments. Et on a essayé, mais je ne vais pas m'arrêter sur ça. Justement, les défis, on a essayé de cerner les défis et les besoins des acteurs d'économie sociale et qui nous font penser justement, qui nous ont encouragés à dire qu'il y a vraiment un rôle central dans les acteurs publics, les décideurs publics, pour faciliter le développement des pratiques de mesure. Et on a identifié 4 blocs. Je vais les mentionner maintenant et après, je vais peut-être en dire un peu plus dans le reste de ma présentation. Et Anne-Laure, tu me arrêtes quand je suis prête parce que tu me connais depuis 26 ans et je suis quand même passionnée et peut-être un peu trop talkative. Donc, le premier bloc est améliorer le cadre politique, le cadre de référence, donc en s'attaquant aux obstacles auxquels sont confrontées les entités d'économie sociale, tout en fournissant des incitations. Second bloc d'action pour les décideurs publics, fournir des orientations sur les méthodes de mesure de l'impact social afin de faciliter leur mise en œuvre et leur diffusion. Troisième bloc, favoriser la production des données d'impact pour qu'elles deviennent un bien commun et qu'elles puissent faciliter l'engagement justement des parties prenantes dans les mesures d'impact social. Et quatrième volet, donc quatrième grand bloc d'action politique, soutenir le renforcement des capacités des acteurs pour qu'ils puissent, grâce à ça, acquérir le savoir-faire nécessaire en matière d'innovation sociale.
pour chaque bloc, et vous le verrez quand l'ouvrage sera publié, cet ouvrage se veut très pratique. Hein. Donc, on a préparé, on a suggéré des questions guides, quelques questions importantes que les décideurs publics devraient se poser avant de commencer leur action dans chacun de ces 4 blocs, ainsi que des facteurs de succès et des écueils à éviter. Donc, pour parler du premier bloc, donc l'amélioration du cadre politique, les actions qu'on a suggérées sont différentes. L'une concerne à mettre en évidence dans les mesures, dans les programmes, dans les politiques, dans les stratégies visant à soutenir l'économie sociale, l'importance de la mesure d'impact. Afin d'en signaler l'importance et aussi de signaler l'engagement des décideurs publics pour la soutenir. Et c'est là, ça arrive dans plein de stratégies. On a vu ça en Croatie, en Écosse, en Irlande. Au mois de septembre, le gouvernement allemand a présenté sa stratégie de soutien aux entreprises sociales et l'innovation sociale. Et il y a un volet, par exemple, il y a un volet sur les mesures d'impact social. La deuxième action dans le cadre de cet axe qu'on a identifié, c'est le renforcement de la mise en œuvre de la mesure d'impact social, par exemple à travers l'introduction de certains critères spécifiques dans quelques processus publics. On va faire ça, par exemple, dans les marchés publics. À ce sujet, je voudrais dire que, bien évidemment, quand cela arrive, il faut quand même qu'il y ait ce critère le nom en français m'échappe, d'adéquation entre ce qui est demandé et l'objectif, bien évidemment, que l'on veut réaliser. Troisième élément de ces blocs, il faut bien évidemment consacrer des ressources publiques, des ressources financières à la mesure d'impact, et par exemple prévoir des budgets réservés. Et ça répond à une des défis que l'on a entendu pendant les 3 ans de l'action globale par les acteurs. Souvent, ces mécanismes sont coûteux, et même si à terme, ils le seront toujours moins, parce que justement une culture, une pratique de la mesure d'impact se sera développée, elles peuvent l'être au début, et donc c'est des sous qui peuvent servir justement à former les personnes, etc., etc. Alors, je n'ai vraiment pas le temps, je pense, d'aller dans les... 3 minutes. Voilà, mais je vous encourage à lire cette liste de facteurs de réussite et des pièges à éviter, et des questions spécifiques, mais qui peuvent peut-être être banales pour des personnes, comme il y en a parmi nous, qui ont déjà mis la main à la pâte, mais qui, je vous assure, ne le sont pas du tout dans des pays où cette réflexion démarre. Alors, le deuxième bloc, fournir des orientations sur la méthodologie de la mesure de l'impact social. Et ici, au-delà des actions spécifiques que j'aurais peut-être pas le temps de vous présenter, mais on a vraiment voulu souligner que quelles qu'elles soient ces orientations, elles doivent être suffisamment complètes pour répondre d'un côté aux besoins d'apprentissage interne, et ça a été évoqué déjà, et aussi des responsabilités externes. Elles doivent être faciles à utiliser avec peu d'efforts en termes de ressources financières et humaines. Elles doivent être co-créées et appropriées par les parties prenantes et mises à jour régulièrement pour refléter les avancées méthodologiques et les changements de l'écosystème
système. Et ça aussi, je l'ai entendu dans vos discussions. Donc, peut-être à ce moment-là, alors, je vais passer directement au troisième bloc, favoriser la production des données, et ça peut se faire, par exemple, à travers la création de repositoires d'informations, de la production ou la commande d'études d'impact de l'ESSS, aussi bien de manière générale que dans les secteurs où le CS est active. Et dernier volet, renforcer les capacités des acteurs, et ça peut se faire à travers la subvention de formation et des mentorats, et aussi, et il me semble aussi avoir entendu déjà ça comme pratique qui se fait déjà, mettre en réseau l'économie sociale, les décideurs publics, les bailleurs de fonds et les parties prenantes pour capitaliser, pour mettre en commun les connaissances réciproques et pour capitaliser sur cela. Dans le guide, et je n'aurai pas le temps de le faire, et elles sont vraiment de types différents, vous trouverez aussi des exemples concrets. Et voilà, donc la dernière chose que je voulais dire, c'est une invitation. Nous, on va continuer à travailler toujours avec la Commission, mais sur quelque chose maintenant qui ressemblera à un guide dont le destinataire, contrairement à la tradition de l'OCDE qui s'adresse aux décideurs publics, seront les entités d'économie sociale, seront les acteurs. Donc, on fera un travail d'analyse des méthodes qui existent déjà pour voir de quelle manière elles sont à même de répondre aux besoins de la mesure d'impact pour l'économie sociale. Et ce travail est en cours, et nous organisons le 27, donc la semaine prochaine, le 27 novembre, de 2h30 à 4h30 de l'après-midi, un workshop dans lequel qui sera une occasion d'échange pour mettre en commun les connaissances, les expériences. Il se tiendra en anglais, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de fournir une interprétation. Mais voilà, si vous êtes intéressé à participer, vous pouvez ou bien contacter Anne-Laure qui me fera parvenir les noms, ou bien me contacter et je vous mettrai dans la liste. Et ça serait bien parce que ça nous permettra aussi à ce moment-là de présenter certaines de vos expériences qui me paraissent intéressantes dans la publication. Merci Anne-Laure. Merci beaucoup Antonella pour cette présentation synthétique, mais vraiment ça nous semblait important avant même que l'étude soit diffusée en français, de pouvoir avoir aussi cette interaction, enfin de voir comment ce qui se passe sur le territoire au niveau national et à l'échelle internationale, ça entre aujourd'hui en résonance, et je pense que les quatre points que tu as identifiés font vraiment écho aux échanges qu'on a eu. Il est 11h01, je suis vraiment désolée parce qu'il y avait des points qu'on voulait évoquer, notamment sur les ressources, mais ça vous les aurez, et sur les suites à donner à ce travail. Peut-être, alors, est-ce que très très rapidement, est-ce que vous voyez le sondage? Alors, voilà, j'ai fait en live. Donc, si vous voulez bien prendre quelques secondes pour répondre à ce très très rapide questionnaire, c'est sondage plutôt, pour voir un peu les suites données au sein du RTES à ce travail, parce que je pense qu'on a, là encore, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui me semblent intéressants de développer. Peut-être, si vous souhaitez poursuivre, sous quelle forme? En fait, globalement, très synthétiquement, ce qu'on a commencé à travailler, c'est où on poursuit sur ce type un peu de webinaire, de partage d'expériences, où on ne voit pas le sondage. Emeline, tu me dis qu'on ne voit pas le sondage, mais je vois des personnes qui y répondent.
Est-ce que vous voyez le sondage? Oui, oui, Moi, je l'ai reçu. c'est peut-être côté côte. Normalement, voilà. Et donc, voilà, donc voir un peu quelle forme la suite, notamment en 2024, on pourrait donner au travail au sein du RTES. Donc, globalement, est-ce qu'on reste sur l'idée un peu de webinaire avec des partages d'expériences? Est-ce qu'on va un peu plus loin avec une publication et donc avec un chantier sur peut-être 1 an et demi, 2 ans, avec à terme une publication qui soit à la fois sur des éléments un peu méthodologiques et basée sur des retours d'expérience, donc comme on l'a fait sur le repère filière, là, qui est notre dernière production. Et puis la dernière proposition éventuellement, ce serait en termes d'accompagnement mutualisé pour la mise en œuvre de démarches. Donc, je pense notamment à des territoires peut-être voilà, plus petits que des métropoles qui n'ont pas forcément les moyens d'engager ce type de démarche. Est-ce que ça pourrait voilà, vous intéresser d'avoir un accompagnement mutualisé, mais à voir sous quelle forme ça peut prendre. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées à nous le dire ou dans le sondage. Alors, je l'ai pas testé avant, donc je sais plus si on peut mettre quelque chose, mais en tout cas, à nous faire un retour aussi par mail. Enfin, conclure, alors sans conclure, parce que voilà, je pense que ça va être un sujet qu'on va poursuivre au sein du RTES. On a un conseil d'administration début décembre et un séminaire avec les administrateurs début février pour justement travailler sur les chantiers des 2 prochaines années. Alors, pas accès au sondage. Ah, pourquoi les personnes n'ont pas accès au sondage? Bon, là, honnêtement, je ne sais pas, mais on vous renverra les éléments. Peut-être, je vous laisse la parole, Louise, Aurélie, et peut-être ou Virginie ou Sandra, sur un ou deux points de vigilance ou recommandations pour des collectivités qui souhaiteraient s'engager dans des démarches. Alors, Antonella a balayé de façon assez complète, mais peut-être si vous avez un ou deux points qui vous sembleraient vraiment importants de préciser. Allez, je veux bien commencer rapidement. Après, ça va pour rejoindre des choses qu'on a déjà dites, pardon. Mais en effet, je pense que c'est important de pouvoir, comme l'a dit Antonella et comme l'a présenté Aurélie, de pouvoir embarquer finalement en fait l'ensemble des acteurs du territoire dans ces démarches-là. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire aussi prévoir un peu de temps pour potentiellement les acculturer ou les sensibiliser au sujet. Et y aller, je pense, pour ma deuxième recommandation, ça serait de y aller pas à pas aussi, pour vraiment construire quelque chose de progressif. Et en fait, on peut avoir des grosses ambitions, mais il faut quand même être aussi très réaliste et un peu pragmatique par rapport aux moyens qui sont disponibles de votre côté et potentiellement des autres acteurs que vous allez impliquer. Merci, Louise. Louise, pour aller absolument dans ton sens et aussi rejoindre ce que disait Antonella, nous, on a vraiment noté qu'effectivement, il y a une partie de résistance un peu culturelle qu'il faut prendre le temps d'écouter, de traiter, et que tout les sous-tendus idéologiques, effectivement, un peu qui viennent du monde anglo-saxon et de tout ce qui est impact investment, c'est tout ça, c'est tout à fait ça. Nous, on l'a beaucoup entendu, et notamment dans l'éducation populaire, où les gens ont pu être un peu vent debout ponctuellement et au début, et où donc le temps de tout ce que tu disais, Louise, d'acculturation, d'y aller doucement, de montrer que on peut le faire tranquillement, c'est essentiel, et ça rejoint évidemment la question de la co-construction, où toute la démarche chez nous est partie d'un besoin et d'une demande explicite du terrain, et où si ça commence à être perçu comme une volonté de contrôle et d'hégémonie, donc là, je pense que c'est très dangereux pour les démarches. Donc l'écoute et la co-construction, c'est, je pense, la base. Merci beaucoup, Aurélie. Peut-être pour compléter, justement, je pense qu'un des conseils, c'est, en tout cas, nous, on a plus travaillé avec les acteurs tête de réseau et voilà, et d'accompagnement, mais je pense que ce serait pareil avec les entreprises, ce serait justement de ne pas mettre ce débat sous le tapis,
et de l'avoir, de se permettre de l'avoir en fait sur pourquoi évaluer, est-ce qu'il faut évaluer, est-ce qu'on parle d'évaluation, est-ce qu'on parle de mesure, est-ce qu'on parle d'impact, et ça permet, même s'il faut arriver à en sortir aussi, parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans ce débat-là pour pouvoir être aussi dans l'opérationnel et proposer des choses très concrètes, il faut se donner le temps de l'avoir. Et après, le deuxième point de vigilance, je dirais, enfin, peut-être complémentaire à ce qui a été dit, c'est la difficulté à maintenir l'intérêt, l'implication des partenaires, des entreprises sur le long terme, et voilà, de vraiment maintenir une dynamique et une animation en fait autour de ce sujet-là. Et après, nous, on a un écueil qui existe toujours sur notre territoire, mais je pense que Strasbourg l'adresse assez bien. C'est comment une entreprise de l'ESS peut s'orienter vers un outil ou un autre, d'arriver à leur rendre lisibles ces outils disponibles, parce qu'en fait, il y en a beaucoup et ils savent jamais par quel bout le prendre. Et nous, c'est quelque chose qui reste à adresser. Pour le coup, c'est un point de vigilance que je nous adresse nous-mêmes. Mais voilà, on avait eu la présentation à Nantes de l'outil ESS Pratique, que je trouve assez intéressant. Vraiment, nous, qui nous a inspiré dans ce sens-là, c'est-à-dire comment on peut proposer un outil très concret, très opérationnel, et aussi qui va servir comme outil de pilotage. Donc peut-être pour ouvrir pour la suite de nos échanges sur ce sujet, ça peut être intéressant de le présenter un peu plus largement aux collectivités. Ok, merci beaucoup. Peut-être si je peux effectivement abonder dans ce sens-là. Il y a, selon moi, un vrai enjeu de dialogue effectivement entre les acteurs et entre les collectivités sur l'élaboration du référentiel et le cadre dans lequel s'inscrit cette démarche d'évaluation, notamment pour pas que ce ne soit perçu d'une part comme quelque chose de descendant et créer une différence avec les autres acteurs économiques du territoire. Parce que souvent, ça peut être perçu aussi comme ça. On attend quelque chose de nous qu'on n'attend pas d'autres acteurs du territoire en termes de démonstration, on va dire, de contribution. Et aussi parce que parfois, les démarches d'évaluation que mènent certains acteurs servent leurs propres intérêts stratégiques, mais ne vont pas parfois dans le sens où... Enfin, on pourrait ne pas aller dans le sens de la stratégie, on va dire, politique du territoire. Donc, pour éviter effectivement ces points de tension, la question du dialogue quand on met en place une évaluation d'impact à l'échelle d'un territoire, elle est fondamentale. Et après, je dirais aussi sur 3 autres points qui sont, à mon sens, importants pour les collectivités, c'est pouvoir apprécier la portée politique, enfin la portée de sa politique publique sur les acteurs soutenus, et se dire effectivement comment est-ce que cette politique publique, on l'évalue et comment on la fait évoluer. Pouvoir aussi travailler sur l'écosystème de soutien à l'ESS. On l'a évoqué sur la question du financement, sur la question des méthodes, des outils qui existent. Il y en a énormément, beaucoup sont sur mesure. Il existe des référentiels parfois. Donc, il y a un vrai enjeu de pouvoir cartographier l'ensemble des acteurs qui ont mis en place des démarches. Et pour cela, je pense qu'il y a des leviers à l'échelle nationale qui peuvent aussi être identifiés. Et après, il y a toute la question qui peut intéresser fortement les collectivités sur la réflexion par rapport à certaines problématiques sociétales et comment l'évaluation d'impact peut s'inscrire dans un schéma d'organisation territoriale, de filières de coopération, de dynamique, de réflexion entre acteurs sur une thématique ou un enjeu sociétal particulier, et comment, à ce niveau-là, on vient mettre en place une démarche lorsque l'on crée quelque chose de nouveau sur un territoire, pour éviter d'être dans une réflexion a posteriori qui complexifie l'intégration de ces outils-là dans le pilotage des acteurs et peut parfois créer des tensions. Merci beaucoup. Je crois que Sandra, tu voulais dire un mot? Non, ben je vois qu'on n'a plus le temps. Et puis en fait, j'ai vu les résultats du sondage. Voilà, l'orientation finalement, elle est donnée. La plupart des collectivités souhaitent plutôt être dans le partage de bonnes pratiques que d'aller forcément plus loin, ce qui était la question qu'on se posait, le débat qu'on voulait avoir sur est-ce qu'on va plus loin et qu'on entame un travail commun plus approfondi à un niveau national. Bon, enfin. Oui. Mais en tout cas, là, 8 sur 26 aussi sur un accompagnement mutualisé. Donc, je pense que voilà, on va creuser ces sujets. Merci beaucoup aux intervenantes et à vous tous pour votre participation à ce webinaire. Donc, on vous enverra le diaporama, les ressources, puisqu'on a dû passer assez vite sur certains éléments. Mais voilà, enfin, c'était quand même effectivement un petit peu une gageure en 1h30 de pouvoir balayer ces sujets, mais j'espère que ça vous a
que ça vous a intéressé et donné envie de poursuivre sur ces sujets. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au au revoir. revoir. Merci à tous, au revoir.